Bienvenue pour cette nouvelle analyse de l'actualité sénégalaise. Elle est particulièrement dense ces derniers temps. C'est le moins qu'on puisse dire. La journée du 27 juin 2025, par exemple, a été assez révélatrice. On a vu des débats très vifs au Parlement sur les chiffres du budget, des affaires judiciaires qui font parler, Oui. des mouvements diplomatiques aussi, et puis toujours ce fond de climat social un peu tendu. On va essayer de décrypter un peu tout ça. Oui, c'est vraiment une période charnière, je crois. On est avec une nouvelle présidence, celle de Bassirou Diomaye Faye, qui affiche une volonté de rupture. Donc, chaque décision, chaque débat est, scruté de très près. Une volonté de rupture, mais il y a aussi l'héritage et les nouveaux défis. Exactement. Il y a la volonté affichée, et puis il y a les réalités. Des réalités économiques, sociales, qui sont complexes. Donc, analyser ces signaux, c'est essentiel pour comprendre où va le pays. Alors commençons par l'Assemblée nationale, justement. La loi de finances rectificative, la LFR 2025. Ça chauffait, moi. Ah oui, ça a été assez houleux. L'opposition, notamment via Thiermo Alassane Sall, a sorti des chiffres très très forts. Nickel, par exemple. Il a parlé d'une dette publique qui, selon ses calculs, atteindrait 5 715 milliards de francs CFA rien qu'en 2025. 5 700 milliards? C'est énorme. C'est énorme. Et il ajoute que ça porterait le cumul sur 2 ans sous cette nouvelle administration, donc, à plus de 10 200 milliards. 10 000 milliards. Voilà. Donc des chiffres qualifiés d'implacables par l'opposition. Et il a aussi soulevé la question des 9 milliards de fonds politiques. Ah oui, ça c'est un point sensible. Surtout que le PASTEF, le parti au pouvoir maintenant, critiquait beaucoup cette pratique avant, non? Exactement. C'est un des points de friction assez vifs dans ce débat budgétaire. Et face à ça, quelle est la position du gouvernement? Comment il justifie cette LFR, cet ajustement du budget? Alors, le ministre du Budget, Cheikh Diba, lui, il présente ça comme un acte de refondation. Refondation? Oui, il explique que c'est nécessaire suite aux audits de la Cour des comptes. Des audits qui auraient montré des dysfonctionnements dans la gestion précédente. D'accord, la faute aux anciens en quelque sorte. C'est un peu l'idée sous-jacente, oui. Mais au-delà de cette justification technique, on sent bien la tension. Si ces chiffres de l'opposition sont avérés ou même proches de la réalité, ça met une pression énorme sur la fameuse promesse de rupture. Oui, parce que ça réduit la marge de la manœuvre pour financer les nouvelles politiques, j'imagine. Tout à fait. On pense aux ambitions pour l'enseignement supérieur, dont on a parlé au Conseil des ministres du 25 juin, ou pour la prise en charge des personnes vulnérables. Comment financer tout ça avec une dette qui pèse aussi lourd? C'est le grand défi. Bon, et pendant que ça débat chiffres au Parlement, il y a aussi des secousses du côté de la justice. L'affaire qui a fait le plus de bruit récemment, c'est l'arrestation d'un journaliste, Bachir Fofana. Oui, c'est une affaire marquante. Il a été placé sous mandat de dépôt, donc en détention provisoire. Pour quel motif exactement? Diffusion de fausses nouvelles. Ça fait suite à une plainte déposée par le président de l'Assemblée nationale lui-même. Ah oui. Pourquoi? Parce que le journaliste avait publié des articles critiques sur des marchés publics présumés irréguliers qui seraient liés à l'Assemblée nationale. D'accord. C'est une affaire qui touche directement à la liberté de la presse, du coup. Évidemment. Et d'ailleurs, le collectif des associations de presse, le CAP, a réagi en demandant une conciliation. Ça montre bien à quel point le sujet est sensible. Et ce n'est pas la seule affaire judiciaire qui a retenu l'attention. Il y avait aussi une histoire avec un professeur. Oui, le professeur Daoudan Diaye, lui, il est poursuivi pour un abus de confiance portant sur 65 millions de FCF. Ce sont des affaires qui émergent dans un contexte particulier. Lequel? Celui de la réforme de la magistrature qui a été lancée par le président Faye avec de nouvelles nominations à des postes clés. D'accord, donc on a d'un côté une volonté de réforme, de lutte contre la corruption ou la désinformation, Oui, c'est ce qui est affiché. et de l'autre, des affaires comme celle de Bachir Fofana qui posent question sur les libertés. C'est ça la tension. C'est exactement ça. C'est la tension potentielle entre ces deux objectifs. Lutter contre les abus, oui, mais sans entraver la liberté de critiquer, la liberté d'informer. C'est un équilibre toujours délicat à trouver. Et sur le plan plus purement politique, à l'Assemblée toujours, il y a eu ce vote sur la parité homme-femme dans le bureau de l'Assemblée. Un amendement a été rejeté. Oui, c'est assez interpellant. Un amendement proposé par Maguette Sen qui visait à garantir la parité dans la composition du bureau, et il a été rejeté par la majorité PASTEF qui dispose pourtant de 130 sièges. Alors qu'il y a une loi sur la parité qui date de 2010, si je ne me trompe pas. Arbitrage des priorités différentes qui se jouent en coulisses, ou un décalage qui sait entre certains principes et le pragmatisme politique du moment. Pendant ce temps, sur la scène internationale, le Premier ministre Ousmane Sonko était en Chine. C'était sa première visite officielle hors d'Afrique. Exactement. Une visite de plusieurs jours, du 22 au 27 juin. Il a rencontré les plus hautes autorités, Xi Jinping, le président, et Li Qiang, le Premier ministre chinois. Et qu'est-ce qui en ressort officiellement ?
Officiellement, c'est la satisfaction des deux côtés. On parle de promesses de retombées concrètes, d'un soutien de la Chine à la vision Sénégal 2050, le plan stratégique du pays, et aussi d'un appui face aux défis financiers actuels. Bon, la Chine est un partenaire économique majeur pour beaucoup de pays africains, ce n'est pas nouveau, mais ce choix, comme première destination hors Afrique, dans ce contexte budgétaire dont on parlait, comment on peut l'interpréter? C'est clairement une démarche de recherche de partenariats stratégiques et surtout de soutien économique, je pense. Pour trouver des financements alternatifs? Voilà, quand les marges de manœuvre budgétaires sont aussi serrées, se tourner vers Pékin, c'est une option pour diversifier les appuis internationaux, trouver peut-être des conditions différentes de celles des bailleurs traditionnels. Ça pose la question de l'équilibre des alliances futures du Sénégal. Bien sûr, c'est un acte diplomatique fort qui sera sans doute analysé de près par les autres partenaires du Sénégal. Et pour finir ce tour d'horizon, un mot rapide sur le climat social. Est-ce que les tensions persistent? Oui, on a des échos de revendications qui continuent. Certaines sources parlent d'une colère qui gronde chez certains travailleurs, notamment sur les questions salariales. Et puis, il y a la suite du dialogue national. Même s'il est terminé depuis début juin, les débats sur la refondation démocratique, les réformes institutionnelles, tout ça continue d'alimenter la discussion publique. Donc, ce climat social, c'est une toile de fond à ne pas négliger pour le gouvernement. Absolument. Ça ajoute une couche de complexité aux réformes politiques et économiques qui sont entreprises ou annoncées. Il y a des attentes très fortes de la population. Bon, si on essaie de récapituler un peu tout ça, on a un budget qui fait débat, avec des chiffres qui posent question sur la capacité de réforme réelle. Oui, une tension budgétaire très nette. On a une justice en pleine configuration, avec des affaires sensibles qui touchent aux médias, à l'éthique. Exactement. Et la question de l'équilibre des pouvoirs et des libertés. Une diplomatie qui se tourne vers l'Asie en quête de soutien. Une recherche active de nouveaux partenaires et de financement. Et puis un front social qui reste attentif et revendicatif. Voilà, des attentes sociales fortes qui persistent. Tout ça nous amène à une question centrale pour les mois à venir, non? Oui, je crois que la question clé, c'est comment le nouveau pouvoir sénégalais va réussir à naviguer entre cette ambition affichée de transformation, de rupture même, et le poids des contraintes. Les contraintes économiques héritées, les exigences démocratiques aussi. Exactement, les contraintes économiques, les exigences de l'état de droit, et puis les aspirations très pressantes d'une population qui a voté pour le changement et qui en attend beaucoup et vite. L'équation est complexe, comme vous disiez. Très complexe. Et c'est vraiment ce qui va être passionnant à observer dans les prochains mois. Comment cette équation va être gérée?